Boker Tov, Chodesh Tov, Shavua Tov, bon matin, bonne semaine, bon mois. On est le mois de Sivan, le mois où on va recevoir la Torah. Dans 6 jours, nous allons fêter, célébrer la fête de Shavuot, au cours de laquelle nous allons donc de nouveau recevoir la Torah. Et ben, je vais vous dire que je trouve qu'il n'y a pas meilleure préparation à Shavuot que ce qu'on est en train de faire. Parce que donc on étudie la mitzvah de juger son prochain positivement. Et grâce à vous, quand je suis rentrée dans le vif du sujet, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment un domaine qui nous touche, qui nous touche, qui nous touche quotidiennement. En général, vous savez, quand les gens m'appellent et qui vraiment qui sont embêtés et qui se prennent la tête, c'est pas parce que ils se disent oui, j'ai pas réussi à bien prier ce matin ou j'ai pas réussi à faire Shema Israël correctement. C'est plutôt ma belle-sœur m'a fait ça, ma copine m'a fait ça, ma voisine, ma belle-mère, ma truc. Et donc effectivement, c'est une mitzvah qui est fondamentale parce que elle va améliorer notre relation avec les autres. En général, ça, on en a parfaitement conscience. Mais surtout, en fait, elle va nous permettre d'avoir un monde intérieur qui est assaini. Et ça, c'est la base pour être un réceptacle à la Torah. Vous savez que la Torah qu'on va recevoir jeudi soir prochain, vendredi, jeudi, vendredi, euh, eh bien, elle va pénétrer en fonction du kéli, du réceptacle que l'on aura préparé. Donc, si on a encore un cœur petit, petit, on se vexe pour des petites choses, on est à chaque fois susceptible, à chaque fois on prend mal, à chaque fois on se vexe sans même donner d'explication, on fait la tête, etc. On a un petit cœur. Quand on va vers l'autre, on essaye d'avoir de la bienveillance. Vous allez voir, la bienveillance, c'est pas de la naïveté. On va continuer aujourd'hui. Euh, mais on peut se protéger tout en étant bienveillant. Essayer voilà, de trouver accorder le bénéfice du doute, trouver des circonstances non pas accablantes, mais au contraire positives face à l'autre. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on fait? On élargit le cœur, on élargit le cœur, on élargit, on élargit, on élargit. Et la Torah qu'on va recevoir vendredi, eh bien ça sera une Torah grande en conséquence du travail qu'on aura fait sur le cœur. D'accord? Donc souvenez-vous, nous avons distingué 3 cercles de personnes. Il y a les personnes que je ne connais pas, que j'ai aperçues ou dont j'ai entendu parler, mais avec qui je n'ai pas à traiter directement. Ça peut être quelqu'un que je vois dans la queue du supermarché, ça peut être une célébrité, quelqu'un qui a de notoire dont on va me parler. Voilà, ça peut être ceci, cela, mais ce sont des gens donc dont je n'ai pas, euh, comment dire, je n'ai pas besoin de m'en méfier puisque je n'ai pas besoin de traiter avec eux. Et on avait dit que, de toute façon, quoi qu'il en soit, tout le temps on fait la mitzvah de juger positivement, c'est-à-dire sûrement que cette personne est quelqu'un de bien, eh bien, tout ce temps-là, on fait mitzvah, 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 mitzvah. Même si à la fin, il s'avère que cette personne n'était pas aussi correcte que l'image qu'on on s'en était euh, créée, eh bien, nous, on est gagnant parce que quoi qu'il en soit, pendant tout le temps, on a pensé bien de cette personne, on a fait une mitzvah. D'accord? Maintenant, on va un petit peu affiner, d'accord? Donc, c'était des cercles concentriques, c'est les gens dont on n'a pas, avec qui on n'a pas d'interaction directe. Maintenant, on va parler d'une nouvelle catégorie de personnes. Ce sont à la base des inconnus, d'accord? Des étrangers, des personnes que je ne connais pas, mais avec qui je vais devoir traiter, avec qui je vais devoir faire affaire, d'accord? Alors, voici la feuille de route. Elle est très très claire. Elle est donnée dans le Talmud. Elle est en 2 mots. Ces 2 mots-là, c'est quoi? C'est, notez-les bien, Chabdeu v'Echaldeu. Je vous la refais ou pas? C'est pas du chinois, c'est pas du japonais, c'est de l'hébreu. Chabdeu v'Echaldeu. Ce qui veut dire respecte-le et en même temps méfie-toi. Vous allez me dire, mais on ne sait pas faire ça. Nous, on sait aller dans la confiance ou dans la méfiance. Mais comment peut-on entretenir les deux choses en parallèle, en même temps dans notre cœur? C'est une grande question. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois quelque chose chez la personne de suspicieux.
Or, moi, je dois le prendre, par exemple, en tant que prestataire, ou bien je dois choisir une école pour mon enfant. Il s'avère que ça va être la future prof de mes enfants, ou bien c'est quelqu'un qui me demande de l'argent pour de la tzedaka, ou bien c'est quelqu'un qui me fait venir pour que je lui rende que je lui fasse moi une prestation, d'accord, un client. Et je vois quelque chose de suspicieux. Alors, c'est quoi la feuille de route? Respecte-le et en même temps méfie-toi. C'est-à-dire, je garde l'espoir que cette personne est quelqu'un de bien, d'accord? Et que les soupçons qui se portent naturellement sur lui vis-à-vis de ce qu'il a fait sont faux. J'espère qu'il va être innocenté. Mais en même temps, en attendant de savoir quel est le fin mot de l'histoire, je me protège. Vous avez compris? Je prends mes dispositions. Alors pour ça, je vais vous raconter 4 histoires. Pourquoi je vais vous raconter des histoires? Parce que comme je vous ai dit, j'ai tout un livre sur la mitzvah de juger positivement. C'est un livre de 300 pages qui explique vraiment tous les cas possibles et imaginables, qui rentrent vraiment, vraiment dans les détails. Et le livre est parsemé, 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 parsemé d'histoires et d'illustrations qui sont vraies, qui sont des histoires qui ont été récoltées et qui permettent en fait de vraiment concrètement changer notre perception qu'on a des choses, changer notre regard sur le monde et, comme je vous ai dit, agrandir le cœur, agrandir notre kéli, notre réceptacle. Alors, voici les 4 histoires. La première, toute bête, c'est l'histoire d'une maman qui rentre dans une classe de GAN. Elle rentre dans la classe du GAN de son fils. Et elle voit que les enfants, il y a un tableau avec des étoiles. Vous voyez, genre en mode, lui, il a 10 étoiles parce qu'il a fait plein de choses bien. C'est comme les bons points, quoi. Sauf que là-bas, c'est affiché. Et la mère, elle est choquée. Pourquoi? Parce que elle voit que les enfants, ils ont 10, 12, 8, 15 étoiles et son fils, il en a 0. Et là, elle se dit, mais elle boycotte mon fils. C'est le seul de toute la classe qui a 0 étoile. Quoi, il n'a rien fait de bien. Et puis même s'il fait moins que les autres, elle pourrait quand même lui en donner une ou deux pour pas qu'il en ait 0. C'est l'archouma. Et donc là, eh bien, elle va demander à la ganénette, elle va avoir le courage, au lieu de rentrer chez elle en disant, non mais c'est quoi cette école, c'est quoi ce truc, vous savez, échanger sur les groupes WhatsApp des parents, c'est une catastrophe ça, une catastrophe. Il y a les groupes WhatsApp des parents sans les profs. Moi, je ne suis dans aucun groupe WhatsApp de parents. Parce que pour moi, c'est une industrie à la Shonara. C'est une industrie à histoire, à malentendu. Et les parents, ils se chauffent. Ouais, moi, depuis le début, je le savais. Ouais, moi, j'ai toujours su que. Allô? On fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous, les Juifs, Hachem, il nous a donné des guidelines. On sait comment agir dans un cas comme ça. On raconte pas tout et n'importe quoi à tout le monde sur la base de notre interprétation. Et donc, elle dit à la ganénette, je comprends pas pourquoi mon fils, c'est le seul qui a 0. C'est un peu, c'est décourageant pour lui. Alors la gagnante, elle lui dit, mais non, mais madame, moi j'ai préparé ce tableau, on va bientôt faire une mifsa, ça veut dire on va bientôt l'utiliser. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore commencé. Et les enfants, au cours de la journée, ils sont tous venus, ils se sont mis tout seuls des étoiles. Et vous, votre fils, il est chnine, il est mignon, c'est le seul qui est honnête, il n'a pas mis d'étoiles. Allez, alors la gagnante, elle lui dit rien que pour ça, je vais lui mettre une étoile. Il sera le premier à en avoir dans la mufta qu'on va faire. D'accord? C'est une petite histoire, elle est mignonne. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, ça rentre dans. C'est pas seulement théorique, c'est ça que je veux vous dire. Ça permet de se dire, ah oui, vraiment, en fait, des fois, on est complètement à côté de la plaque. D'accord? Deuxième histoire. Euh, alors ça, c'est une histoire personnelle. Je ne l'ai pas lue dans le livre, mais je la trouve sympa aussi. Un jour, quelqu'un me fait venir pour un cours. Donc c'était dans une école, l'école Marianne Picard à Paris. Et comme elle savait que j'étais de passage, la personne m'a demandé de venir faire une conférence aux mamans. Donc oui, ok, j'étais disponible. Et donc je l'ai faite. Et la fille qui a organisé le cours, elle se met au premier rang. Et toute la conférence, elle est sur son téléphone. Et moi, je suis là, je me dis, mais
Vraiment, c'est honteux, quoi. Franchement, je veux dire, si elle se mettait au fond, qu'elle n'était pas l'organisatrice, je comprends, quelqu'un s'ennuie, il se dit le cours est nul, il se met sur son téléphone discrètement. C'est pas très flatteur, mais voilà, ça va. Mais là, elle est devant, c'est l'organisatrice. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de scroller, elle doit être sur des réseaux sociaux, en train de faire je sais pas quoi. Bon. Et donc, je fais mon cours, mais ça me dérange vraiment, quoi. Et à la fin du cours, je rentre chez moi et 1 heure après, elle me dit, voilà toutes les notes que j'ai prises du cours de ce soir. En fait, elle n'était pas du tout en train de scroller, elle était en train de taper ce que j'étais en train de dire. Et je me suis dit, oh là là, vous voyez, comme quoi, voilà. Donc là, j'avoue que j'ai pas eu le cran de lui demander. Je trouvais, la vérité, c'est ça qu'en fait je veux vous dire. Dans les histoires que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il y a des fois on peut demander, des fois on ne peut pas demander. Quand on ne peut pas demander, soit parce que c'est gênant, soit parce qu'on n'a pas la possibilité technique concrète de demander, alors on n'est pas obligé de demander. Mais si on a la possibilité, comme dans l'histoire de la ganénette, alors faites-le. Il faut demander, il faut clarifier. Il faut dire, regarde, moi j'ai vu ça, ça et ça. J'aimerais bien que tu m'expliques si vraiment ce que j'ai vu, c'est fondé ou si je me suis trompée. Mais vous savez, le nombre de conflits que ça désamorce, juste une petite phrase comme ça, de dire, regarde, je veux pas... Voilà, moi c'est ce que j'ai vu. Je suis sûre que je suis sûre que je me suis trompée, ou je suis sûre que tu n'as pas voulu faire ça, mais j'aimerais bien que tu m'expliques, comme le cas de la mère avec la ganénette. D'accord? Moi, dans mon cas, je pouvais pas lui demander. C'était honteux. Quoi, t'étais sur ton téléphone pendant que je faisais le cours? Ça se fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'avais ça dans ma tête. Et après, finalement, il s'est avéré que je me suis totalement trompée, que non seulement elle écoutait, en plus, elle, elle notait, elle a envoyé le cours à toutes les notes à toutes les participantes. Troisième histoire, très sympa aussi. Alors, c'est une femme qui parle de l'organisation de la bar mitzvah de son fils à sa copine. Et elle lui dit, voilà, pour le photographe, c'est bon, j'ai fermé avec, on va dire un nom, peu importe, avec Monsieur Lévy, d'accord? Quoi, Monsieur Lévy de, je sais pas, de Khadera? Oui, 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 celui qui a fait aussi la bar mitzvah d'une copine qu'on a en commun. Elle dit, ah non, mais tu sais que ce photographe, il n'est pas du tout sérieux. Bon, déjà, on a un problème de la shonara hein, dans cette conversation. OK, mais bon, on va dire, voilà, parce que c'est la vie, ça se passe vraiment ce genre de choses. Alors l'autre, elle lui dit, quoi? Il n'est pas sérieux? Elle lui dit, mais attends, tu sais pas, j'étais à la bat mitzvah de une autre copine, et pendant toute la soirée, la mère, elle était comme une folle. Elle disait, le photographe, il n'est pas là, le photographe, il n'est pas là, le photographe, il n'est pas là. Et elle était hyper contrariée. Et au bout d'1 heure et demie, Monsieur Lévy, il débarque comme une fleur. Tu te rends compte? La soirée, elle commençait à 18 h, il est arrivé à quasiment 20 h, quoi. C'est honteux. Il n'est pas sérieux. Alors, cette femme, comme je vous ai dit, elle a l'intelligence de clarifier. Au lieu d'annuler, vous savez, envoyer un message WhatsApp en mode non, finalement, c'est bon, on va se débrouiller. D'accord? Ce qui n'est pas très courageux, franchement. Euh, alors, elle l'appelle, elle lui dit, voilà, je voudrais vous parler de quelque chose. Voilà ce qu'on m'a raconté aujourd'hui. Moi, j'attends que mes photographes ou que mes prestataires soient sérieux, qu'ils soient consciencieux, qu'ils prennent les choses euh, 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 sérieusement, qu'ils arrivent à l'heure. Et moi, je les paye, je paye la prestation. Donc, il me faut l'intégralité de la prestation comme on la convient. Donc, d'arriver avec 1 heure et demie de retard, c'est quand même grave. Alors, le photographe, il dit, oh là là, mais vous savez pas, madame. Euh, cette femme, eh ben, le photographe qu'elle avait réservé, il est vraiment jamais venu. Elle disait, il est pas là, il est pas là parce que il l'a planté. Et moi, elle m'a écrit en me disant, peut-être vous seriez disponible. Elle a écrit à quelqu'un en disant, peut-être que vous connaissez un photographe disponible. Moi, j'ai reçu le message. Je me suis dit, mais oui, je suis disponible, je veux vraiment aider cette femme. J'ai pris ma voiture, j'ai foncé et j'étais là.
pour l'aider. Je suis venue au contraire. Alors, bien sûr qu'elle m'a payé, etc. Mais je veux dire, moi, je l'ai fait pour lui rendre service aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tu fais aïe, 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 aïe. Pareil, tu dis, bon, on va tout revoir là. On revoit tout le film depuis le départ. Mais vous voyez l'intelligence de clarifier. Clarifier, dire qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez sûrement une bonne explication et je vous donne une seconde chance. Je vous donne la chance de vous expliquer. Mais est-ce qu'il y a plus grand recette que ça? Est-ce qu'il y a, excusez-moi, est-ce qu'il y a meilleure préparation à Shavuot que ça? De ouvrir son cœur et de dire, ça va pas forcément être très agréable de décrocher son téléphone et de dire, voilà ce que j'ai appris sur vous. Ça serait plus confortable d'envoyer un message WhatsApp, pas prendre de risques et dire, bon, bah, tant pis, je préfère pas m'embrouiller, je peux pas prendre de risques avec ce genre de personne. Et de donner à l'autre une seconde chance. Je te donne la chance de t'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et la dernière histoire, je l'aime beaucoup aussi, elle est trop mignonne. Alors là, on est dans un cas de quelqu'un qui vient récolter de l'argent. Alors, la scène, elle se passe à New York. Je l'ai lu dans un autre livre. Je l'ai beaucoup aimé. Alors, c'est comme ça. Donc, il y a un monsieur qui est un donateur et qui a été sollicité par un rave qui s'appelle comment? Est-ce que j'ai noté son nom quelque part? Non, je ne l'ai pas noté, mais c'est un rave qui était Rosh Yeshiva et qui habitait en Israël, qui avait une yeshiva en Israël et qui était originaire du Yémen. Originaire du Yémen. C'est-à-dire qu'il avait grandi là-bas et puis après il est arrivé lorsqu'il était petit en Israël. Et il est devenu Rosh Yeshiva. Et donc ce Rav arrive, il fait la connaissance en fait de ce donateur. On lui a dit que c'est quelqu'un qui donne de l'argent pour les yeshivot. Et donc ils ont convenu d'un rendez-vous et il débarque dans son appartement à New York. Bon, alors le Rav lui dit, parlez-moi de votre institution. Alors l'homme, le Rosh Yeshiva, lui répond, enfin, donc le monsieur lui dit, parlez-moi de votre institution. Le Rav lui répond et l'homme dit, c'est vraiment bien, ça me donne vraiment envie de financer, de donner de l'argent pour votre institution. Laissez-moi quelques minutes, je vais chercher mon chèque et je reviens. Et quand il revient, il voit que le rave, il est en train d'étudier. Il a son grand Talmud ouvert. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait un rave quand il est entre deux? Moi, je vois mon mari, il a toujours sa Gemara sous le bras. Et des fois, on va à une bar mitzvah. Il me dit, et je prends ma Gemara, je dis, mais quand même, il me dit, mais il y a toujours des trous entre deux. Entre deux conversations, entre le poisson et le poulet. Bon, alors lui, voilà, il fait pas exception. Et en attendant qu'il aille chercher le chéquier, il ouvre sa Gemara. L'homme revient, le donateur revient, il est là avec son chèque, et regarde l'homme, et il laisse tomber le chèque, et il dit, non, je crois que ça va pas le faire en fait. Alors, le Rav, le Rosh Yeshiva, lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Et bah, l'homme, comme je vous ai dit, prend son courage à deux mains et lui dit, oui, il y a un problème. Alors, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, bah, vous êtes un charlatan. J'ai l'impression, en tout cas, vous donnez l'impression d'être un charlatan. Alors il dit, moi, un charlatan, pourquoi? Il dit, bah, écoutez, je veux dire, vous faites semblant d'étudier le Talmud, mais regardez, s'il vous plaît, votre livre est à l'envers. D'accord? Donc, je vous montre ce que ça donne, d'accord, comme scène, j'arrive. Hop, vous voyez ça, c'est un Talmud, d'accord? Donc Talmud Bavli, ok? Et le Rav, en fait, il est en train d'étudier comme ça, d'accord? Vous avez compris? Donc il est à l'envers, complètement à l'envers. Alors, l'homme lui dit, ah, mais je... Ah, excusez-moi, une seconde. Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Excusez-moi, il y a des bouchons dans ma rue et ça klaxonne. Voilà. Alors, le rave, il explose de rire. Il lui dit, mais je comprends tout à fait, vous avez des soupçons sur moi maintenant.
Alors, il dit, oui, mais quand même, vous pourriez quand même, je veux dire, tenir le livre à l'envers. Si vraiment vous faites semblant d'être un Rosh Yeshiva, vous auriez dû quand même préparer le coup avant, quoi, pour savoir comment l'hébreu, ça se lit. Alors, il lui dit, non, mais moi, vous savez, je suis du Yémen. Et au Yémen, nous n'avions pas beaucoup d'argent pour acheter des Talmuds. Donc, nous avions un Talmud pour tout le Cheder, pour toute l'école, pour tous les enfants. C'est vrai, ça. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que le Rav, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous entendez les klaxons ou ça va? Ah, vous entendez pas, ça enlève le bruit de fond, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Rav, lui, il a la Gemara en main. Et nous, les enfants, parce qu'on n'a pas de livres, nous, on n'a pas de photocopieuse, on n'a pas tout ça au Yémen. Alors, on a en fait une place fixe tout autour du Rav. Et en fait, nous avons appris, nous avons fermé nos yeux à savoir lire. Celui qui était là, il savait lire en horizontal. Celui qui était là, il savait lire en horizontal, mais dans l'autre sens. Celui qui était là, il savait lire en diagonale comme ça. Et moi, j'avais la place devant. Et j'ai appris à lire l'hébreu à l'envers. Et donc, même aujourd'hui, quand je suis un adulte, je sors mon Talmud à l'envers. Et c'est une histoire vraie. Et si vous regardez les photos des Khaïder, des écoles au Yémen, vous verrez ces scènes-là, où le Rav, il est au milieu et tous les enfants, ils sont tout autour. Et effectivement, c'est ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, les enfants, ils apprenaient à lire en fonction de l'orientation de la place qu'ils avaient autour du Sefer. Et donc là, le donateur lui dit, bah, merci pour votre explication. Et donc, il, il lui a fait donc la donation comme ils avaient convenu. Vous voyez comment on peut être prêt à passer à côté, vous voyez, d'occasions. Et combien de malentendus et combien de conflits qui auraient pu être évités si on a justement ce courage et cette bienveillance de dire à l'autre, je- voilà ce que j'ai vu, mais je te laisse me donner ton explication. D'accord? Alors, maintenant, vous dites, bon, d'accord, alors elle nous a raconté des jolies histoires, 4 histoires, qui nous renforcent dans le fait que, effectivement, il y a plein de fois où les choses prêtent à confusion, mais les apparences sont trompeuses. Et finalement, voilà, il y a une happy end. À la fin, on découvre que, eh bien, effectivement, la personne sur qui les soupçons s'étaient portés est complètement innocentée. Génial. Mais il y a bien des cas où les gens font des erreurs. Je veux dire, j'aurais pu, finalement, la ganénette, la première histoire, ça aurait pu être qu'elle dit, ah bah oui, je suis désolée, votre enfant, il est comme ceci, il est comme cela, et que vraiment, la mère, elle a un sentiment que la ganénette, elle décourage son enfant. Peut-être que j'aurais pu vous dire que la fille qui s'est mise au premier rang, elle était vraiment en train de scroller sur TikTok. Peut-être que j'aurais pu vous dire que le photographe, il est vraiment arrivé en retard. Peut-être que j'aurais pu vous dire que l'autre, c'est un charlatan, parce que c'est la réalité. Dans 3 quarts des cas, bah, au Hachem, les gens, effectivement, ils ont une explication. Mais il y a bien un bon pourcentage des cas où les gens, non, ils ont fait des erreurs. Alors, il faut s'en protéger. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, il faut se méfier, prendre ses dispositions. Comme je vous ai dit, quand, par exemple, quelqu'un demande de l'argent pour une institution, il faut savoir poser des questions. Regardez, moi, c'est pas mon argent, c'est l'argent que H&M il a mis en dépôt chez moi pour le reverser aux institutions. Donc moi, je dois être consciencieux. Je ne peux pas donner à Pierre-Paul Jacques sur la base d'une brochure ou sur la base d'un message WhatsApp. J'aimerais savoir ce que vous faites, quelles sont vos actions, si vous avez des témoignages de personnes qui ont bénéficié de vos institutions. Ça, moi, enfin, c'est le travail en général d'une fondation. Moi, j'ai travaillé dans le milieu non lucratif pendant longtemps avant d'enseigner. Et je travaillais dans le milieu des fondations. Et bah, on fouillait. On fouillait. Pourquoi? Parce que la fondation, son argent, c'est pas son argent. C'est l'argent de monsieur un tel, de la famille un tel, que on nous a confié pour après distribuer à des institutions qui, normalement, servent l'objectif qu'avait défini la famille. Donc moi, je peux pas faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, il faut faire un audit.
évidemment, il faut inspecter. Évidemment, il faut demander des preuves. D'accord? Donc, dans le cas du photographe, quand on prend un prestataire, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez des numéros de... J'ai fait votre connaissance, ça a l'air très très bien, le prix est correct, c'est dans mon budget. Est-ce que vous auriez des numéros de téléphone de personnes chez qui vous avez fait cette prestation? Faut pas être en mode ouais, non, c'est bon, juge positivement. Mais non, ça c'est naïveté, c'est de la naïveté, c'est de la négligence même. Complètement de la négligence. On n'est pas du tout là-bas. Je vous ai dit, Rabdeu vechashdeu. Rabdeu, je te donne du respect, tu es sûrement quelqu'un de bien parce que chacun a le droit à avoir une image positive. C'est ce qu'on appelle, comme on a dit, la présomption d'innocence. Et ça, c'est un droit inaliénable qui se trouve même dans le Code civil. Mais en même temps, moi, je peux pas. Il faut bien que je fasse mon audit avant de me lancer. D'accord? Quand je vais choisir une école pour un enfant ou un GAN, ben, je me renseigne, j'appelle des parents, j'essaye de comprendre, j'essaye de savoir si ça va correspondre à mon enfant. Je me lance pas tête baissée en disant on va juger positivement. Oh là, vous avez compris? Donc en fait, il faut à la fois prendre ses dispositions tout en ayant un rapport de cavode avec l'autre et lui donner la chance de s'expliquer dans le cas où il y a eu suspicion. Comme je vous ai dit, ça demande du courage. C'est pas forcément un moment agréable, mais finalement, on est les premiers gagnants et surtout, on fait un recette extraordinaire parce que, comme je vous ai dit, ça donne dans trois quarts du temps l'occasion à la personne eh bien, d'annuler tous les soupçons et de pouvoir travailler avec nous. D'accord? Alors, voilà. Donc, du coup, ça, on a compris. Donc, CAVOD, méfiance, audit, je vérifie. Troisièmement, il faut comprendre que aussi les gens font des erreurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas traiter avec eux? Et ça, vous savez, il y a des gens qui sont très catégoriques et qui ne laissent jamais de seconde chance. Elle raconte donc dans ce livre, La face cachée de l'histoire, elle raconte l'histoire d'un docteur qui appelle un pharmacien et qui lui passe un savon. Oui, allô, vous avez délivré à mon client le mauvais médicament. Mais attendez, c'est très grave. Je vous ai prescrit le médicament A, vous lui avez donné un médicament B, et il lui a fait un super long speech en lui disant comme c'est important d'avoir conscience de ses responsabilités envers les patients, envers le public, envers la prescription, tatati, tatata, et qui peut le dénoncer dans l'ordre des pharmaciens de bidule, machin, nanani, nanana. Bon, il se prend 10 minutes de séance de morale, le pharmacien, il s'excuse, dit vraiment l'erreur est humaine, mais merci, enfin, je vais faire plus attention, d'accord? Et il raccroche. Finalement, il revoit dans son ordinateur parce qu'il se dit c'est fou quand même que j'ai fait une erreur pareille. Et qu'est-ce qu'il découvre? Qu'effectivement, il avait donné le bon médicament en fonction de l'ordonnance. C'est qu'en fait, c'est le médecin qui avait mal fait la prescription, il avait mis le mauvais médicament. Alors il l'appelle, le docteur, et il lui dit, voilà, je voudrais quand même juste vous expliquer la situation, que c'est pas moi qui ai fait l'erreur, mais c'est vous. Et le docteur, il fait, bon, mais ça va, tout le monde peut faire une erreur. Vous voyez, donc, des fois, on se dit, non, moi j'ai droit à l'erreur, mais toi non. Premièrement. Alors que, vous savez, mon beau-père, il est donc médecin et il est aussi dans la déontologie médicale. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que les médecins ont le droit à un certain pourcentage d'erreur parce que l'erreur est humaine. Alors, je ne sais pas vous dire dans sa théorie combien, si c'est 0,5% ou 0,1% des fois où il se trompe. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas demander au médecin d'être parfait du début à la fin de sa carrière. Et même si, Chazvé Shalom, il y a des conséquences qui sont graves pour l'erreur qu'il a faite, par exemple, mais ce qu'il dit, c'est qu'une erreur sur 50 ans de pratique,
sachant qu'en plus, les médecins, je vous rappelle, pendant les 10 premières années, ils enchaînent les gardes, la nuit, ils se font des fois 24, 36 heures de garde. C'est complètement dingue. Ils voient le patient, ils sont limités dans le temps, ils doivent aller très très vite, ils sont payés en France, même ici au Lance-Pierre. Donc tout doit aller très très vite. Et donc lui, il dit que normalement, tout médecin il devrait avoir une certaine immunité, que par exemple sur, je sais pas, 50 ans de pratique, il a le droit par exemple à 5 erreurs. D'accord? Bon, c'est une idée comme ça, c'est jamais passé au niveau de la loi juridique, mais je trouve que c'est exactement ça dont on parle. Ça veut dire que tout le monde peut faire une erreur. D'accord? Maintenant, évidemment que si on est au-delà d'un certain quota, là, on peut parler de négligence. Et là, on est complètement sur autre chose. D'accord? Mais tolérer l'erreur. Ou alors, un autre exemple, c'est que en fait, on se met pas à la place de l'autre. D'accord? Ça veut dire vis-à-vis de nous-mêmes, on se trouve des arguments, mais vis-à-vis de l'autre, non. Par exemple, euh, elle raconte une histoire comme ça dans des dortoirs où il y a une jeune fille qui a prêté son séchoir à une autre. D'accord? Et l'autre, elle lui rend le lendemain et quand elle veut le brancher, elle se rend compte qu'il est cassé, qu'en fait, elle l'a cassé. Elle lui a donné un sèche-cheveux qui marchait et après, il est cassé. Et elle est hyper contrariée parce qu'elle se dit, mais vraiment, cette fille, on dit en français, on est en français, on dit elle est blata, d'accord? Elle est vraiment blata, je lui ai prêté, le truc, elle me le casse. En plus, elle me dit même pas qu'elle l'a cassé, enfin, vraiment, elle est grave, quoi. Et juste après, cette fille, elle est partie dans un Shabbat et on lui avait prêté un appartement ou c'était un Airbnb ou quoi. Et en fait, quand elle a fait la Havdalah, elle a troué la nappe avec la bougie de la Havdalah. Et en fait, elle s'est dit, bon, je vais rien vous dire au propriétaire parce que genre, je suis hyper gênée. Et là, elle a repensé à l'histoire du sèche-cheveux et elle s'est dit, c'est fou. En fait, on se trouve des excuses à nous-mêmes en disant, ah non, je peux pas lui dire, c'est trop gênant, tatati, tatata, mais pas aux autres. D'accord? Alors, comme je vous ai dit au tout début du cours, c'est déjà bon signe. Si à nous-mêmes, on se trouve des excuses euh, euh, positives. D'accord? Ça veut dire qu'on a un regard positif sur nous-mêmes. Donc, si on a ça, normalement, on doit pouvoir l'étendre aux autres. Alors que souvenez-vous, les gens qui s'accablent, qui sont durs avec eux-mêmes, qui se fustigent, qui s'en veulent pour un oui ou pour un non, alors là, de manière automatique, ils vont être impitoyables avec les autres. Donc, si déjà elle a cette base de se dire, oula, j'ai fait une bêtise, mais c'était pas terrible. Mais voilà, j'ai quand même ça et ça comme circonstance atténuante, d'accord? Alors, elle va pouvoir être capable de l'étendre aux autres. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu. Vous avez compris? Alors, il y a aussi autre chose par rapport aux autres, c'est euh, donc on a dit tout le monde a le droit à l'erreur. Deuxièmement, en fait, quand on se retrouve à la même place que l'autre, on se rend compte que on a fait la même chose. D'accord? Donc voilà. Troisièmement, euh, eh bien, se dire, alors, moi, j'ai fait une bêtise, d'accord. Mais moi, c'est pas mon caractère. Alors que toi, la bêtise que tu viens de faire, ça te définit. Je vous donne un exemple. Deux mères qui sont au parc avec leurs enfants. Les enfants jouent gentiment, ils sont très mignons, bon, très bien. Puis là, à côté, il y a un autre banc avec une mère. Et là, il y a son enfant qui fait une bêtise. D'accord? Il jette du sable sur un autre enfant, par exemple. Et là, la mère, elle se lève, hystérique. Elle crie sur son enfant et pendant vraiment une bonne minute, il se prend une grande sérénade. Euh, et, euh, et elle retourne, elle est très énervée. Elle dit, on y va, si c'est comme ça, tu sais pas te comporter, on s'en va, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je vous fais bien ou pas? Je suis fatiguée, j'en ai marre, allez, on s'en va. Elle s'en va. Et les deux mères, elles sont là comme ça en mode, genre, ah ouais, alors, elle est hystérique, hystérique, quoi. Maintenant, nous, alors peut-être pas vous, mais moi, personnellement, ça peut complètement m'arriver de faire une crise.
gagne et de crier, et de machin, et de partir en étant énervé, machin. Alors, qu'est-ce que je dis à la fin? Je suis vraiment. Je fais pas ce genre de choses en général, mais là, j'étais crevée, j'étais fatiguée, j'étais prise au dépourvu. Il m'a rendue folle. J'ai une journée épuisante. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. Des fois, au niveau hormonal, voilà, c'est pas le bonjour ou des trucs comme ça. Mais ça me définit pas. Alors que l'autre, on l'a catégorisée. Elle est impolie, elle a pas de sensibilité, elle est grossière, elle est hystérique. D'accord? Donc ça aussi, c'est encore un trois. En fait, on va avoir des outils. Pour l'instant, on voit des outils. Donc premièrement, tout le monde a le droit à l'erreur. Deuxièmement, étendre la bienveillance qu'on fait vis-à-vis de nous-mêmes. On se trouve toujours des circonstances atténuantes, Baruch Hashem, mais c'est bien, on l'étend aux autres. Troisièmement, l'erreur, d'accord, ou la mauvaise attitude, pardon, ne définit pas la personne que je côtoie. Et quatrièmement, est-ce qu'on n'est pas plutôt enfin, est-ce que les gens ne sont pas aussi parfois désolés de ce qui vient de se passer? Tout simplement. Et sur ça, j'aimerais vous rapporter l'histoire que j'ai mis en introduction du livre sur la rabbinite Ben Chetrit. Je vais vous le remontrer. Pour celles qui ne l'ont pas, il faut vraiment l'acheter, il est extraordinaire. Alors, ça, c'est le livre. Et vous savez, avant de rentrer dans la biographie, j'ai voulu mettre une petite accroche, d'accord, en guise d'introduction. Et j'ai cherché, il y avait des histoires, bon, celles qui ont lu le livre, qui sont absolument extraordinaires. C'était une femme vraiment extraordinaire. Et l'histoire qui moi, m'a le plus marquée, euh, c'est celle-là. Et c'est celle que j'ai choisi de mettre en introduction du livre. Euh, non. C'était le jour du Shabbat Ratan de sa fille, de la fille du Rav Ben Chetrit et de sa femme. Et donc, elle avait déjà marié des enfants, elle était déjà habituée à faire des Shabbat Ratan et autres célébrations. Et donc, elle a confié la préparation de tous les repas du Shabbat à une dame, une prestataire. Alors, le repas se passe, la prestataire n'est pas sur place, mais le samedi matin, Madame Benchetrit la croise dans la rue. Alors, la prestataire lui dit, Mazel Tov, comment ça s'est passé hier? Et Madame Benchetrit lui dit, ah, la décoration magnifique. Et elle dit rien sur les repas. Alors, elle est très troublée par ce silence et par un peu c'est l'esquive pour éviter le sujet. Que là, du coup, elle change de chemin et elle va à la salle pour voir si tout va bien. Et là, elle se rend compte, le désastre. Il y avait les salades qui étaient dans l'eau parce quelqu'un les avait mis d'abord au congélateur. Le plat principal qui était froid parce que la plaque, elle avait été mal réglée. Les navettes, elles étaient dures comme du béton parce que quelqu'un les avait laissées à l'air libre. Le samedi midi, c'était encore le fiasco parce que à cause de la plaque qui était mal réglée, la Dafina, elle était toute pâteuse avec des pois chiches qui étaient durs comme des cailloux. Bref. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette femme, elle avait tout préparé. Et en fait, elle avait confié la gestion du repas à un maître d'hôtel je sais pas, de l'endroit en l'occurrence. Mais ce maître d'hôtel, lui, il a confié la gestion à un jeune de 15 ans. Et donc, il a complètement gâché parce qu'il était le beau, il était complètement inexpérimenté, quoi. Donc l'erreur, c'était celle du maître d'hôtel. Mais en tout cas, elle était hyper mal à l'aise et elle pouvait plus rien faire, quoi. Motzei Shabbat, la sortie de Shabbat, elle se rend chez Madame Benchetrit pour s'excuser et en se disant, mais enfin, évidemment, je pense pas qu'elle va me payer parce que ce qui s'est passé, enfin, voilà, c'était un fiasco, quoi. Et Madame Benchetrit, elle l'a accueilli avec un grand sourire. Pas un reproche, pas une critique. Elle a compris ce qui s'est passé. Elle avait demandé, d'accord? Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle a compris que c'était le maître d'hôtel et l'enfant de 15 ans et ceci et cela.
Et elle l'a remerciée pour tout ce qu'elle avait préparé en amont. Et sans un mot, elle lui tend l'enveloppe avec l'intégralité du règlement. Ça veut dire, malgré tout, ce qui aurait pu être impardonnable. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, mais moi, je sais pas si j'aurais pu laisser passer un tel truc, quoi. Elle, elle a payé l'intégralité de la prestation, et alors qu'elle aurait eu toutes les raisons de lui adresser des reproches, d'accord? Mais elle a compris que c'était pas de sa faute, en fait. Et elle l'a même recommandé à ses amis parce que elle a dit, elle est très consciencieuse et en même temps, tout le monde apprend. D'accord? Et c'était dans ça qui est beau, c'était ni de la faiblesse, ni de l'hypocrisie, c'était vraiment choisir la force tranquille, choisir la reconnaissance et choisir la joie aussi. Parce que c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que même elle, elle ne s'est pas laissée, elle n'a pas laissé sa joie être gâchée par ça. Et c'est ce que m'a dit sa belle-fille. Elle m'a dit, je me souviens très bien de ce Shabbat. On a très mal mangé, c'était la cata, c'était pas bon et tout. Mais il y avait beaucoup de simra. Beaucoup, beaucoup de simra. D'accord? Donc, on est tous en apprentissage. Parfois, il y a des failles, il y a des erreurs. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Akol et Tova. Ça veut dire on a beau de prendre toutes nos dispositions, être consciencieux, c'est lui, c'est le maître du monde qui gère les événements. D'accord? Et en même temps, voilà, on fait face à des gens et parfois, eux-mêmes, ils sont en apprentissage. Et, 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 et nous, il faut aussi qu'on ait cette tolérance de se dire, effectivement, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et si Hachem en avait décidé autrement, ça ne serait pas arrivé. D'accord? Donc, c'est un vrai travail. C'est un vrai, vrai travail. Moi, j'ai dû le faire récemment, ce travail, parce que, pareil, j'ai pris quelqu'un pour une prestation. J'ai organisé une excursion pour le club Bat Mitzvah. Donc, c'était une excursion mère-fille. Et j'ai fait venir une photographe pour interviewer les mamans, pour après pouvoir diffuser que les mamans étaient contentes sur le club Bat Mitzvah, etc., etc. Et on avait convenu dans le contrat qu'elle devait interviewer 8 personnes et me livrer à la fin 8 interviews. Et tout était ficelé, ficelé, ficelé. Moi, c'est quelque chose qui m'a coûté très cher, cette prestation. Mais je tenais à le faire parce que je voulais vraiment avoir ces interviews, quoi. Et il y a une tierce personne qui s'est immiscée. Et qui a dit à cette photographe, non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, tout est dans la boîte. Il n'y a pas besoin de 8 interviews, tu peux en faire qu'une ou deux. Et du coup, quand elle m'a envoyé tout, elle m'a dit, bah voilà, et j'avais une interview et demie. Je lui ai dit, mais on en a convenu 8. Elle m'a dit, oui, mais la personne qui était en charge de m'encadrer, elle m'a dit d'en faire qu'une ou deux. Et c'était moi qui avais dit à cette personne de l'encadrer. J'avais délégué. Et donc, du coup, j'ai pas du tout eu ce que je voulais. Et je me suis expliquée avec elle. J'ai compris que c'était une erreur, enfin, c'était une erreur, qu'elle a fait ce qu'elle a pu, que moi aussi, j'aurais pu être plus présente sur place et bien vérifier que tout était OK. Et à un moment, tu te dis, bah, c'est le Ribono Shalom Olam qui a voulu que ça comme ça. C'est Hachem qui a voulu ça comme ça. C'est vraiment lui qui a voulu ça comme ça. Parce que tellement tout était ficelé qu'à un moment, tu te dis, bah, en même temps, c'est lui qui fait ce qu'il décide. D'accord? Et donc, voilà. Et c'est Madame Benchetrit qui m'a beaucoup inspirée. OK? Donc, vous avez compris. Chabdeu vechashdeu. Je résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant avant de passer à la troisième partie de notre cours, qui est donc les gens plus proches. Premièrement, on a dit que si on a la possibilité de laisser à l'autre l'explication, laissons-lui cette chance-là. Cette chance-là, c'est un kavod, c'est de la bienveillance. Dans trois quarts des gens, dans trois quarts du temps, les gens, effectivement, ils avaient une bonne explication. Et pour le reste, bien pour le reste, ceux qui étaient vraiment des charlatans, parce que ça existe, je dois et j'ai l'obligation de faire tous les audits et toutes les vérifications qui sont à ma portée. Parce que être juif, juger positivement, c'est pas être pigeon, c'est pas être naïf, c'est pas fermer les yeux, c'est pas tout ça du tout. Donc moi, j'ai une obligation de faire mon audit, de faire mon inspection.
D'accord? Troisièmement, parfois on se retrouve face à des gens qui font des erreurs. Alors comment on fait? Alors on a dit, premièrement, il faut savoir tolérer l'erreur. Parfois, c'est sur nous que ça tombe. Tu dis, bah, je comprends pas, sur 20 ans de carrière, tu t'es trompé une fois et c'est sur moi. Eh ben oui. Deuxièmement, quand nous on se trompe, on se trouve des circonstances atténuantes. Alors on fait ça pour les autres aussi. Troisièmement, parfois quand on a une attitude qui n'est pas très noble, d'accord? Alors nous, ah, ça nous définit pas, ça nous arrive, c'est normal. On était tellement fatigués, pris au dépourvu, ceci, cela. Pareil, en étant aux autres. Ce que je vois de ton attitude là, eh bien, ça ne te définit pas en tant que personne. Je vais pas te réduire à la scène de 3 secondes que j'ai vue sur toi. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Que parfois l'autre, il est vraiment, 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 vraiment désolé de ce qui s'est passé. Et que aussi, parfois, c'est pas lui, ni moi, ni personne, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ça se passe comme ça. Et ça nous donne l'occasion de faire cette mitzvah extraordinaire, de quand même laisser une chance à l'autre, et de lui pardonner pour ce qui s'est passé, et d'ouvrir le cœur. Vous voyez, quand on lit une histoire comme ça sur la Rabbani Ben Chitrit, on se dit, mais quel cœur grand elle avait, quel cœur grand. Et nous, on a envie d'avoir un cœur grand comme ça. Et comme je vous ai dit, c'est comme ça qu'on se prépare vraiment à Shavuot. En ouvrant, 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 ouvrant notre cœur. D'accord? Alors, donc ça, on a fini avec la catégorie de personnes avec qui donc on doit traiter. OK? Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est une troisième catégorie de personnes. Ce sont les proches. Ma famille, mes amis, les gens de ma communauté, les mamans de mon école, les, les voisines. Ma fille, mon gendre, ma belle-fille, mes petits-enfants, tout, tout ce dont on est proche. Alors, nos sages nous disent que la vraie mitzvah de juger positivement, elle est surtout, surtout, surtout avec nos proches. Ah bon? Alors, oui. Pourquoi? Pour deux raisons. Et ça va nous accompagner pendant la fin du cours d'aujourd'hui et le cours prochain. Pourquoi la mitzvah, elle est surtout, surtout, surtout avec nos proches, le conjoint, bien sûr, nos enfants, nos parents. Un, parce que c'est souvent là qu'on est le plus intolérant avec eux. Deuxièmement, parce que quand on ne l'est pas, quand on est intolérant, pardon, euh, les conséquences, elles sont vraiment très difficiles pour nous et pour notre entourage. Alors, je vais vous expliquer ça avec euh, ce qu'on voit de cette mitzvah de Betzedek Tishpot et Amitecha. Il y a marqué comme ça que cette mitzvah de juger positivement, il dit Rashi que c'est ami techa. Ami techa, c'est ton ami. D'ailleurs, c'est marrant, ami techa, ton ami. Et il dit Rashi que nos amis, nos proches, les gens les plus proches, on doit essayer de leur trouver toujours, toujours, toujours des circonstances atténuantes. La doun les kafsrout, accorder le bénéfice du doute, avoir un préjugé qui est un préjugé positif et indulgent. Regardez. Premièrement, comme je vous ai dit, si on assiste à une scène, une situation ambivalente, d'accord? En fait, il y a 1000 façons de réagir. Regardez, imagine quelqu'un qui est en retard. On peut se dire, soit il a dû en avoir un imprévu, soit, non mais alors vraiment, il est irrattrapable. Irrattrapable. Tu le changeras pas, ton père, hein? Ah, ta mère, alors là, je le sais, hein, je la fréquente depuis 20 ans, hein. Quand on part à un mariage, jamais à l'heure, jamais, jamais, jamais. Ou alors, euh, et ouais, il est en retard parce qu'il s'en fiche de moi. Ou il est en retard parce que ce qui compte pour moi ne compte pas pour lui. C'est le mariage de ma copine, et lui, il s'en fiche hein, de leur coupa ou pas leur coupa, alors que moi, ça m'importe. Mais bon, ce qui compte, c'est toujours ce qui compte pour lui, mais pas pour moi.
Vous voyez, comme je vous ai dit au tout début du premier cours, une scène et chaque personne en fonction de sa sensibilité et de lunettes, la lunette qu'elle va choisir de mettre, elle va interpréter différemment. Avec qui on va avoir tendance à être le plus catégorique? Avec les proches. Parce qu'on a l'impression de très bien les connaître. Je le connais par cœur. Je la connais par cœur. Ah, mais mon fils, je le connais sur ça. Laisse tomber, il est. Je le connais par cœur. Parce que on devine. Devine pourquoi il a fait ça. Alors, je vais vous dire, si on accepte de remettre un regard neuf sur nos proches, et c'est pas évident, c'est pas intuitif, parce que vraiment, on a le sentiment de les connaître par cœur. Si on essaye de mettre en place ce regard bienveillant, on va éviter la grande, 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 grande majorité des conflits. Parce que chacun évolue. Et en fonction de quoi on évolue? En fonction de l'image que l'autre nous renvoie de nous-mêmes. Si moi, aux yeux de ma mère, je suis quelqu'un de crédible, alors même si là, j'ai fait un peu une entourloupe, je suis partie au centre commercial avec ma copine alors qu'on n'avait pas le droit. On devait faire nos devoirs, mais on l'a fait en scred. Et que quand je rentre à la maison, ma mère, elle me dit, ça va chérie, t'as passé une bonne après-midi, j'espère que tu as bien fait tes devoirs avec tes copines. Alors moi, je vais me dire, oups, dans ma tête, ma mère m'accorde sa confiance. Et moi, je viens de la trahir, sa confiance. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir en fait faire un effet extraordinaire, c'est auto-réguler. Je vais m'auto-réguler. Pourquoi? Grâce au regard positif que l'autre a eu sur moi. Mon proche. Parce que les autres, je m'en fiche. Et quand c'est ma mère, mon père, mon conjoint, mon proche, c'est là que ça m'influence réellement. Alors que la méfiance, comme il dit le Gaon de Vilna, la méfiance, elle produit des gens sournois. Qu'est-ce que t'as fait? Où t'étais? T'es sûr? Montre-moi, t'as fait tes devoirs? Attends, je regarde. Vous n'êtes pas parti quand même, hein? Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Inconsciemment, ça donne une image de moi qui est quoi? Qui est sournoise. Et c'est ça que c'est dans ce sens-là, Khadija Hicham, que un enfant il peut aller. Donc le vrai, 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 vrai enjeu, il est là. D'accord? Là, je fais que ouvrir l'introduction sur la partie sur les proches, parce que vous allez voir, c'est encore énorme tout ce qu'on veut apprendre. Mais déjà l'importance. Les premiers qui ont le droit à ce regard bénéfique, ce sont nos enfants, nos conjoints, nos proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, c'est ça. Et c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que, comme je vous ai dit, on apprend à les connaître par cœur et donc on les catégorise en 2 secondes. Ils ont le droit qu'on renouvelle le regard sur eux de manière bienveillante, sans cesse. Ah, mais il m'a déçu, il m'a déçu, il m'a déçu. Mais allô, nous, on ne déçoit pas Hachem parfois? Ah, Yom Kippour. Ouais, Hachem, je refais pas ça, je refais pas ça, je refais pas ça. Je regrette, je regrette, je regrette. Et le reste de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on replonge. Et Hachem, il nous accorde pas une nouvelle année? Pourtant, on n'a pas été à la hauteur de tous les engagements qu'on avait fait. Donc Hachem, il me donne le droit à l'erreur. Mais moi, je donne le droit à l'erreur aux autres. Pas à l'erreur, au fait d'être en progression. Mais en progression, c'est ça. Par définition, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et moi, entre-temps, à chaque fois que tu trompes, à chaque fois que tu fais l'erreur, je t'accorde une seconde chance. C'est un grand cadeau. C'est un grand, 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 grand cadeau. Quand on dit à un enfant, regarde chérie, je n'ai pas besoin que tu me montres, moi je te fais confiance. Tu es quelqu'un de droit. Moi, j'ai pas besoin que tu te justifies. Il n'y a pas de problème, je te crois sur parole. C'est énorme. C'est énorme. On donne à un enfant le plus beau cadeau au monde, qui est une image positive de lui-même. D'accord? Deuxièmement, pourquoi l'enjeu est très, très important chez les proches? Parce que quand on ne le fait pas,
Les conséquences sont terribles parce que c'est blessant. Je vais vous donner un exemple. Imagine, vous sortez avec une amie sur les Champs-Élysées. C'est une amie que vous n'avez pas vue depuis quelques années. Et vous avez rendez-vous aux Champs-Élysées, puis vous allez chez Sephora. D'accord? Vous choisissez des petits trucs, c'est sympa, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu et tout. Et puis quand vous sortez du magasin, il y a l'antivol là qui sonne. Et là, vous ne comprenez pas, vous ouvrez le sac et vous sortez quelque chose et vous voyez qu'effectivement, il y a un antivol qui est resté. Et là, elle vous dit, non, je peux pas le croire. T'as volé? T'as volé quelque chose, mais c'est hyper grave. Mais attends, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Alors, vous êtes là comme ça, vous dites, excusez-moi, vous montrez au vigile, vous dites, voilà, j'ai payé, mais elle a oublié, machin, ceci, cela. Et donc l'autre, elle dit, ah non, en fait, bon, j'ai compris, t'as pas volé. Bah, ok, je me suis expliquée, mais je veux dire, elle a tué la relation là. Quand après elle me fait, ouais, on va chez Häagen-Dazs. Je dis, mais j'ai pas du tout envie d'aller avec une dame qui me traite de voleuse, quoi. Genre, tout d'un coup, elle te paraît un individu hostile avec qui t'as pas du tout envie de passer du temps. Vraiment. Je dis, mais tu te rends compte, c'est ça ce qu'elle croit. Alors qu'on se connaît depuis toujours, c'est mon amie d'enfance. C'est ça ce qu'elle croyait de moi. C'est vraiment ça ce que tu pensais de moi. D'accord? Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, l'enjeu, il est énormissime. Parce que quand on dit à son enfant, ah, je savais, tu m'as pas écouté, t'es parti avec ta copine alors que t'avais pas le droit, tatati, tatata. Genre, tout d'un coup, non seulement l'enfant, il développe une mauvaise image de lui-même, mais en plus de ça, il se dit, ah, mais c'est ça ce qu'elle pense, maman, de moi? Mais j'ai pas envie d'être avec elle. C'est pas agréable. Et en plus de ça, toutes les fois où j'étais digne de confiance, toutes les fois où j'ai fait oui ce qu'elle m'avait dit de faire, tout ça, c'est envoyé dans, balader d'un revers de main. C'est à ça que je suis réduite. D'accord? Donc, on va rentrer, c'est vraiment qu'une introduction, c'est une mise en bouche. D'accord? Mais on va, voilà, encore approfondir parce que finalement, la personne avec qui j'ai pas à traiter, dans le fond, c'est facile, c'est un exercice d'imagination. La personne avec qui je dois traiter, d'accord? Je vous ai dit, c'est juste prendre son courage à deux mains, demander des clarifications. Et quoi qu'il, on doit se protéger, donc je fais mon audit. Mais là, il y a un enjeu qui est beaucoup plus énorme. Parce que là, c'est là que le cœur, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. C'est quand j'ai en face de moi un individu que je connais et à qui je dois de nouveau, encore accorder ma confiance, diffuser une image positive de lui-même, lui donner ce cadeau merveilleux qui s'appelle la confiance en soi. Parce que quand moi, je lui dis, je te fais confiance, alors en face de moi, cet individu, il devient digne de confiance. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir sur tout ça. Et voilà, comme je vous ai dit, cette troisième partie, on va vraiment, vraiment, vraiment l'approfondir. Je vous souhaite un bon dimanche. Chodesh Tov, Shavua Tov. Préparez-vous à Shavuot en essayant, voilà, pendant toute la semaine de vous exercer à euh, juger positivement les gens qui sont les plus loin de vous et bien sûr les gens qui sont le plus proches de vous. Et si Dieu veut, on se retrouve après Shavuot pour approfondir encore plus ce sujet. Voilà. Merci beaucoup.